les yeux. Stop. Stop. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vas en prison. Et il a pas eu Ah, il était désarmé. Eh oui, mon gars. Voilà. Donc on va vous mettre en situation, vous journalistes, on va prendre un cas qui s'est déjà passé il y a quelques années et on va voir votre réaction et on va surtout vous expliquer que la légitime défense c'est un quart de seconde. Vous allez prendre une décision en un quart de seconde et ce quart de seconde il pourra changer votre vie. On a loué un stand de tir avec plusieurs policiers ou des professionnels de la sécurité et le but de cette matinée ça va être de mettre en situation des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des armes dans les mains, qui vont être confrontées à la légitime défense. En réalité, on fait peur aux honnêtes gens. C'est-à-dire que le gars qui n'a rien à se reprocher, qui n'a jamais eu affaire à la police, etc., ben forcément, quand il voit les forces de l'ordre, moi-même, je ne vous cache pas que quand je pars en vacances, qu'il y a un contrôle de gendarmerie, ben, j'ai un petit pincement au cœur et pourtant je suis fonctionnaire de police. La fameuse phrase, voilà, ouais, j'ai envie de vous emmerder. Bon, ben, moi j'aimerais plutôt qu'on emmerde les voyous, les délinquants, les escrocs, les bandits, voilà, plutôt que d'emmerder les petites gens qui manifestent le samedi de manière pacifique, etc. Une arme, par principe, est toujours considérée comme chargée. Quand on transmet une arme à quelqu'un, on la transmet sous cette forme, dans la présente arme claire. Ne jamais laisser pointer ou laisser pointer une arme vers quelque chose qu'on ne veuille pas détruire. Ton arme s'enraye, il y a un problème. On fait pas comme ça. J'ai un problème. Mais tu vas voir qu'après, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc une arme, c'est dangereux, on va tirer à balles réelles. Donc s'il y a un incident de tir, il y a un problème, tu peux tuer une personne sur le stand. Donc vous faites très attention. Une fois que j'ai fini de tirer, je redescends mon arme. J'ai tiré, je remets mon arme sur la carcasse. Voilà. Là, je descends mon doigt, j'appuie sur la détente. Hop là, j'ai fini de tirer, je remets mon index le long de la carcasse et je descends mon arme. La majorité des tirs qui se font, ce sont des tirs de riposte et ce sont des tirs qui se font à moins de 5 mètres, dans une distance de 5 mètres, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation, je descends de la voiture, monsieur, calmez-vous, calmez-vous, monsieur, calmez-vous, restez à distance, je vais approcher, je vais commencer à sortir. Et là, j'ai plus le choix. Quoi? Là, j'ai quoi? J'ai même pas le temps d'un claquement de doigts pour prendre une décision. Est-ce que je fais usage? Est-ce que je fais pas usage? Tirer sur un adversaire, c'est déjà très stressant parce que quand on tire, on est déjà victime d'une agression, donc on est surpris, on a peur. C'est le cerveau reptilien qui va rentrer en jeu. Donc le cerveau reptilien, il n'apprend pas à fermer un œil pour viser. La plupart des policiers qui ont tiré ou des militaires qui ont tiré, quand ils tirent, ils disent « je vais fermer l'œil ». J'ai tiré bam 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 jusqu'à ce que la menace s'efface. Et on va me dire « oui, mais il avait été touché à la première balle ». Oui, mais bon, moi je n'étais pas dans le stand de tir avec une cible en papier en face. Un policier qui tire, on lui prend son arme, on lui suspend, on le place en garde à vue, on le met en examen, on le fait souffler dans le ballon, on fait une prise de sang pour voir s'il n'a pas fumé du cannabis. C'est-à-dire qu'il est tout de suite considéré comme un voyou. Pour un policier, vous voyez, par exemple, nous on n'a pas le droit à l'erreur. Un policier qui aurait bu, tout de suite c'est la prison, ce serait la pire crapule que la terre ait portée. Aujourd'hui, on ne considère plus le policier comme un humain. C'est la seule corporation au monde à qui on demande d'être parfait. Il a besoin d'une aide psychologique, il vient de tirer. Et il a besoin de dormir avec sa famille. Il n'a pas besoin de dormir en garde à vue. On n'est pas, nous, on n'est pas des voyous, on n'est pas des crapules. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Il faut être tonique, relâché. Après, il y a la respiration qui est importante aussi. Et voilà, ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte au début. C'est pas quelque chose de naturel d'avoir une arme. Et on s'en passerait bien. Hein. Moi, j'adorerais le monde de oui, on n'est pas d'armes et les gens, on leur demanderait de s'arrêter, ils s'arrêteraient. Mais ça n'existe pas. Donc, on est contraint d'avoir une arme. C'est pas un jeu. Le magistrat te pardonnera rien. Tu risques de partir en prison. Pour lui, une personne qui tire, pour lui, un magistrat, c'est Clint Eastwood, c'est Belmondo, c'est ça pour lui. C'est une fiction. Moi j'ai vu un cas où un bijoutier s'est défendu, il avait été braqué maintes et maintes fois. Il avait, comme beaucoup de bijoutiers ont le droit, une arme à titre de défense dans sa bijouterie. Il a tiré, il a sauvé sa vie. Le magistrat a dit « Mais monsieur, vous aviez une arme chargée dans votre boutique, vous aviez donc l'intention de tuer ». Nous, ce qu'on demande, c'est que les magistrats aient au moins tous les 5 ans un stage de tir pour se mettre dans la peau du policier, savoir ce qu'il peut ressentir à ce moment-là. Donc pour faire court, on revient sur le sujet initial, c'est-à-dire que comme de toute façon on n'a plus une police qui est autoritaire comme on l'était auparavant, eh ben, on a essayé de trouver des solutions. C'est-à-dire que les solutions, c'est leur donner des équipements pour essayer d'impressionner, psychologiquement d'impressionner. Donc on met des carapaces, alors c'est très bien dans le sens où ça protège aussi les forces de l'ordre, et quand même c'est le but comment dire, à obtenir, je veux dire, de protéger aussi les forces de l'ordre. Mais le problème, c'est que, inversement, je veux dire, on a perdu en autorité.
enlevez le l'index, le détail. Enlevez l'index sur le temps, voilà, c'est bien. Les gants de visée sont alignés, on tire. Bravo! Bravo! On tire toujours là, n'ayez pas peur, ne recadez pas. Mais l'important aussi, c'est que la légitime défense à autrui. Moi, j'ai des vidéos à montrer où on voit les policiers qui ne tirent pas. Ils laissent la personne se faire poignarder. Inconsciemment, elle pense si je tire, ce soir, je dors pas à la maison, je suis placé en garde à vue, c'est fou parce que du coup, l'agresseur, lui, reste tout le temps en vie, bravo, on est content. Mais aujourd'hui, on a des affaires où il y a mort d'homme. J'ai vu la situation des policiers se dégrader. Voilà, ça fait donc un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans la police. J'ai vu la situation des policiers se dégrader. J'ai vu également, et ça je tiens à le souligner, c'est que moi j'ai commencé dans la police alors que jamais personne ne venait s'en prendre à des forces de l'ordre de manière délibérée. C'est-à-dire que jamais on venait attaquer un policier dans la rue. Il y a 20 ans, ce n'était pas envisageable. Maintenant, la délinquance a évolué. Elle est de plus en plus violente, elle vient se confronter aux policiers, on vient même subir des attaques au couteau, à la machette, au coupe-coupe, etc., etc. Voire Il y a même eu un mort au sabre, j'ai cru. au sabre, oui, tout à fait. En général, c'est plutôt la moyenne générale, c'est 3 fois 30 cartouches par an que nous tirons, donc à savoir que c'est quand même très peu pour un tireur sportif. On a des tireurs sportifs qui tirent combien de cartouches par an? Tireur sportif, ça se compte par semaine, par mois. Un tireur sportif, il tire 100 cartouches par mois minimum. Voilà, on ne bénéficie pas d'une formation suffisamment élevée pour certifier que systématiquement, quand on va faire usage de l'arme, de toute façon, ce soit un usage qui soit parfait. Donc vous aimeriez qu'il y ait aussi une meilleure formation générale des policiers? La formation professionnelle, c'est indispensable. Pour bien faire, il faudrait qu'elle tire au moins une fois par mois. C'est un minimum. On ne va pas assez former sur le tir, les policiers, parce que ça coûte trop cher? Pourquoi en fait? Il y a des questions de coût, bien entendu, et puis aussi de temps, de disponibilité. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut former des formateurs de tir. Ça veut dire aussi que pendant ce temps-là, une patrouille, quand elle va faire une séance de tir, elle n'est pas sur la voie publique. Et voilà, le grand public, le problème ne le sait pas, ça, que c'est au détriment de la formation. Pour eux, la promesse est tenue. L'administration et les politiques disent on va mettre des policiers à l'extérieur, on voit des policiers dans la rue et tout le monde est content. Sauf que la réalité, elle n'est pas celle-ci. Lunettes, casque, tout le monde, les EPI. En position de contact. Tireur prêt. Tireur prêt. Une seconde 80. Est-ce que vous avez compris l'exercice? Donc on a recruté, on a augmenté la quantité, mais pas forcément la qualité. Complètement. Et il y a une demande de policiers sur le terrain. Alors, très honnêtement, de toute façon, la quantité, elle n'a pas été augmentée. Parce qu'en réalité, c'est que ça ne fait que compenser encore les départs à la retraite et les démissions. Parce que malheureusement, on souffre aussi de démissions de plus en plus. Et un policier, quand il est pas respecté, quand il ne peut pas faire son travail dans de bonnes conditions, quand ça lui pèse. Alors, il y a ceux qui mettre fin à leur jour, et puis il y a ceux qui décident de démissionner. On est la profession qui est le plus touchée par les suicides. Ça devrait alerter justement nos responsables politiques, ça devrait alerter nos directeurs, ça devrait alerter tout le monde. Pourquoi les choses ne bougent pas? Parce que je pense qu'il n'y a pas une vraie volonté de faire bouger les choses au sein de notre administration. Voilà. La politique du chiffre, la politique du résultat, le fait, les films Bac Nord le montrent, par exemple, la politique du chiffre. Exactement, la politique du chiffre, mais qui n'a pas changé depuis. Depuis, elle est toujours la même. On demande à un fonctionnaire de police, quand il sort, il doit ramener quelque chose. Donc pour ce faire, on met la pression sur les policiers à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un policier qui rentrerait le soir sans avoir dressé de procès verbal, sans avoir fait une interpellation, l'administration considère que c'est un mauvais policier. J'ose pas commenter. Bon, ça, je suppose que tu sais pourquoi tu l'as mis, c'est un coup de doigt ou tu as... Ouais, non, bon, ok. Je l'ai vu, j'étais énervé déjà. Oui, ça agace, je suis d'accord avec toi. Ok, allez, c'est bon. Les exercices suivants, où vous allez être vraiment confronté à un agresseur, ce ne sera pas une cible en papier, on va ranger les vraies armes, c'est plus prudent, on va vous en donner des fausses, mais qui tirent quand même, mais des petites billes. Ok. Donc, vous voyez la difficulté qu'on peut avoir à sortir une arme rapidement. Tac.
Et les policiers ne sont pas assez représentés médiatiquement? Ah oui, complètement. Oui, je pense qu'en réalité, ce serait quelque chose de très positif que les policiers puissent s'exprimer, à la rigueur, au moins répondre parfois à certaines attaques qu'il aurait faites. Si le policier en tant que tel ne peut pas le faire, à ce moment-là, il faudrait vraiment qu'on ait un service presse dans la police nationale, au sein du ministère de l'Intérieur. Donc je vais vous mettre dans une configuration d'attaque au couteau, dans ce qu'on appelle le paramètre des 7 mètres. Parce que selon des études qui ont été pratiquées par diverses forces de police, quand un policier a l'arme dans son holster, si l'agresseur au couteau est à une distance inférieure à 7 mètres, l'agresseur au couteau domine. C'est également pour ça qu'on voudrait faire modifier les paramètres de la légitime défense. Vous serez en position comme en patrouille et pour que vous soyez surpris, parce que là vous savez que vous allez être attaqué, pour que vous soyez surpris, je vais vous demander de fermer les yeux. Et au top, seulement au top, vous ouvrirez les yeux. Derrière ou quoi là? Non, je fais exprès. Top! Ok. Il faut une instantanéité, c'est-à-dire la réponse doit être instantanée et elle doit être proportionnée. La réponse doit être proportionnée, sauf que c'est très compliqué. C'est-à-dire que si vous m'attaquez avec un couteau et que j'ai une arme de poing, est-ce que ma riposte sera proportionnée? Parce qu'on va dire cette arme, elle est peut-être moins forte qu'un pistolet. Sauf qu'un couteau peut tuer. Donc des magistrats, en règle générale, vous dites non, que ce n'est pas disproportionné, il aurait pu vous tuer. Mais si c'est une batte de baseball, si ce sont deux personnes à main nue, elles peuvent aussi vous tuer. On ferme les yeux. Sur le côté, ouais. C'est fini après. Tu peux appeler ça, Stop! Ferme les yeux, arrête de parler. Les mains, c'est pas sur le flingue. Hein. Ah, ça triche, hein. C'est de la politique, c'est normal. Ça, c'est dégueulasse. Stop! De merde. Retourne chez toi, dégage. Voilà, là c'est notre paramètre. Top! Voilà. Ok. Vous voyez les distances, les choses comme ça. Le paramètre, je flingue quelqu'un, je suis surpris. Je suis dans une action de tir, je tire, le mec il a rien dans les mains. Ou alors je me laisse prendre, ouais, enculé, flic de merde, tu bam! Ça malheureusement c'est arrivé. Si la réponse est disproportionnée, de prendre en compte le stress, la peur, et surtout que celui qui est venu vous agresser prenne une part de responsabilité. Le voyou, il doit se dire que c'est un métier dangereux d'être voyou, et qu'il a fait ce choix, et qu'il se met en danger. Et donc, s'il y a une réponse disproportionnée, qu'il ne se plaigne pas. Top! De merde. Je vais me niquer, pourquoi tu recules? Viens là. Tu recules. Tu la chantes, tu la tiens. Mais tu la sors pas. Tu la sors, c'est-à-dire que tu essaies normalement, il s'arrête si je la sors, mais non? tu as déjà la main, mais le problème c'est que tu pas. Ouais, mais t'es pas là pour créer un trouble à l'ordre public non plus. Tu te vois un mec qui t'avance comme ça et un flic qui sort le pointe avec les iPhones qui filment de tous les côtés et le lendemain c'est sur Facebook que la caravane de la colère. Voilà. Donc t'as un type en face de toi avec une hache, t'es censé rien faire. Non, tu le braques bien évidemment s'il a une hache. Il a une hache. Il a une hache, il est là avec une hache. J'ai le droit quand même. Oui, mais tu dois me braquer. Je sais pas si vous m'avez dit. Non, il y a un truc que tu comprends pas. Tu as sorti ton arme dès que j'ai dit top, donc tu n'as pas pu voir qu'il avait une hache. Toi, tu es conditionné en ce moment à sortir ton arme au top, depuis le tir, depuis la phase de tir. Tu as vu, effectivement, mais après, j'étais bien vu, j'étais de côté. Tu as fait le fait ça. Le réflexe c'est de sortir l'arme. Pour toi, top, c'est combat. Après, tu analyses. Là, il n'y avait pas de combat. On va parler honnêtement, parce que c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que vous avez conscience déjà de ces bavures, ou ce genre de truc, ou quel regard vous portez dessus? Et quand il y a une bavure, forcément il y en a. Bavure, c'est quoi? C'est intention coupable ou pas intention coupable? J'ai fait une erreur. Si j'ai fait une erreur, j'appelle pas ça une bavure.
Si vous avez un sale policier qui est là et qui va taper, qui est raciste, bien sûr que ça existe. Mais c'est ultra minoritaire. J'ai 23 ans de police, j'ai dû en croiser un ou deux et c'est nous, les policiers, on s'en est occupés. Nous, on l'a dénoncé, nous, on a fait des rapports. Le problème, c'est qu'on essaie de nous stigmatiser, et c'est assez terrible d'ailleurs, parce que je fais toujours le paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, les mêmes personnes qui se permettent de dire de nous qu'on est forcément des violents, parfois racistes, etc., alors que chez nous, je veux dire, il n'y a pas une telle diversité. Je pense que quand on va, enfin moi je ne sais pas, je vois à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans d'autres administrations, chez la magistrature, etc., enfin je veux dire, il n'y a pas une telle diversité que chez nous. Donc on va passer maintenant à la mise en place de scénarios de police, d'un scénario qui a existé et auquel vous allez être tous confrontés. Par exemple, dans certains, enfin tous, on a été au cinéma à l'époque, enfin le policier dans certains pays, il était présenté comme le super-héros. Chez nous, il passait pour un clown, le policier. Donc je veux dire, il y a quand même eu un travail de sape en amont qui a été fait à l'encontre des policiers. Après, dire que dans la police, le racisme n'existe pas, que dans la police, on n'a jamais vu un policier être alcoolique, ce serait mentir. Mais au même titre que dans la société en général. La société, en fin de compte, la police est à l'image de la société. Dans la rue des Maillans, individu qui serait probablement en fuite d'un centre pénitentiaire. Cet individu serait armé d'une arme à feu. Arme au sol, monsieur. Faites le tour, faites le tour, faites le tour. Les mains sur la tête, les mains derrière la tête. On continue. Genoux au sol, genoux par terre. Faites le tour et vérifiez qu'il n'y a pas d'arme. Récupérez l'arme. Ok, Finex. Ok, c'était pas mal. Bien reçu, nous rendons sur... Bien reçu, nous arrivons. Bien reçu, soyez attentifs à l'écoute radio et opérez avec prudence. On va se rapprocher d'appartement, mais être prudent et prêt à intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est deux individus, dont un armé en premier, ouais, sur lequel on a fait feu, et le deuxième qui essayait de sortir son arme. Oui. Et donc, vous avez tiré sur qui, madame? Sur les deux, monsieur. Vous avez tiré sur les deux. Le premier, il était dans quelle position quand vous avez tiré dessus? Il était de face ou il était de dos? Non, il était de face. Il était de face. Bon, d'accord, je vous crois, moi. On verra aux vidéos. Et le deuxième, il avait une arme, il a essayé de t'en sortir et vous lui avez tiré dessus? Oui. Vous avez bien vu une arme? Oui. D'accord, on verra ça aux vidéos. Je vous signale qu'il y a des caméras de vidéosurveillance de la ville et on verra si c'était le cas. Très bien. Bon, pour le moment, je vous place en garde à vue. Donc ça ne devait pas être vraiment ce que j'ai vu alors. Allez, ok, c'était parfait. Très bien. Parce que c'est un argument qui veut que ce soit uniquement les unités spécialisées dans l'intervention qui soient armées. C'est une aberration dans la mesure où les unités d'intervention sont activées après justement les faits, le meurtre, le braquage ou les choses comme ça, et que les policiers qui sont sur la voie publique constamment, comme Bruno, ce sont les premiers à faire face à la criminalité. 99% des policiers qui se font tuer sur la voie publique ou qui sont blessés, ce sont des gens, des petits policiers lambda en tenue. Rue des Maillans, je répète, barre des Trois Cochons, rue des Maillans. Cet individu est une personne qui n'a pas réintégré le centre pénitentiaire suite à une permission de sortie et il est probablement armé. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai bien compris. Bah, j'en sais rien. Oui, tu vois, si ici c'est la porte là. Alors, il va falloir peut-être tirer. Oh merde. C'est quoi ça, cette chose? C'était une grenade. Que s'est-il passé? Bah, il est sorti par là, il a balancé ce que je sais pas moi, puisque je connais pas les trucs, je savais pas si c'était une grenade ou un machin fumigène. Alors, ils ont dû. Je suis de l'IGPN. Mais comme je suis de l'IGPN, ça je vais vous placer en garde à vue de suite.
Ok, vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui? Non. D'accord. Ok, Je suis la seule, même ici. Vous êtes passé. Est-ce que vous voulez voir un avocat? Est-ce que je veux voir un avocat? Oui, donc oui, je vais voir un avocat. Vous voulez voir un médecin? Vous êtes malade? Non, je suis en très bonne santé. Ouais. Ok, d'accord. Vous voulez faire aviser quelqu'un de votre famille ou pas? Donc non. Voilà, vous êtes passé en garde à vue, il est midi 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes policier, vous êtes toujours tort, madame. D'accord. Bah, c'est exactement comme ça que ça se passera. Voilà. Et surtout quand si tu vois, même si c'est une grenade. Bah, déjà, t'es placé en garde à vue quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, voilà. Tu seras placé en garde à vue quoi qu'il arrive. Voilà. Donc la simulation au café des Trois Cochons, c'est une affaire réelle qui s'est passée en 2012 et c'était dans le but de cette journée de stage sur la légitime défense, une synthèse de tout ce que vous avez fait en matière de tir. Amine Bentoussi est en cavale. C'est quelqu'un qui a eu une permission de sortie, qui est en prison et c'est un braqueur. Il est sorti de prison, il n'a pas réintégré la prison. À 20h30, un équipage de police est alerté du fait qu'un homme recherché pour des faits de braquage est devant un bar à Noisy-le-Sec. Donc les policiers interviennent, le suspect sort du bar et il jette une grenade. Ça s'avérera factice par la suite, mais il jette une grenade sur l'équipage de police qui arrive. Un des gardiens de la paix poursuit Amine Bentoussi. Ce policier le poursuit en voiture au départ, puis le poursuit à pied pour essayer de l'interpeller. Il tire 4 coups et il atteint Amine Bentoussi dans le dos, ce qui provoque sa mort. Le policier invoque la légitime défense, parce que l'individu était armé d'un pistolet, lui avait jeté une grenade dessus. Le problème, c'est que les témoins du quartier contredisent la version du policier. Et en première instance, au tribunal de Bobigny, qui n'est pas connu pour être le tribunal le plus favorable aux forces de l'ordre, ce policier est relaxé. La suite est plus douloureuse. Et effectivement, on peut penser que les tribunaux, sous la pression médiatique ou sous la pression de la rue, peuvent revenir sur une décision juste qu'ils avaient prise. Et c'est ce qui est arrivé. Donc en appel, le policier a été sanctionné, Tout à donc fait. a été déclaré coupable. Il a pris combien, le policier? Il a pris 5 ans. Ce qui est très important, c'est les propos que tient la sœur du malfaiteur. Elle dit « Amine courait, il était de dos et à aucun moment il n'a porté atteinte à la vie de ce policier. Il avait quand même jeté une grenade. » Et il y a beaucoup de gilets jaunes qui n'arrivent plus à regarder aujourd'hui la police dans les yeux, ou à regarder la police tout court, sans avoir un sentiment de... Parce qu'il y a eu une vraie cassure, et qu'ils ont l'impression d'être considérés comme ces voyous. Comment est-ce que vous voyez la situation avec ce peuple d'en bas, et qui en fait beaucoup de policiers, et les gilets jaunes le disaient, beaucoup de policiers pourraient être des gilets jaunes. C'est très compliqué cette histoire de gilets jaunes parce qu'il y avait des braves gens. Il y a des braves gilets jaunes et moi je dis tout le temps, un policier c'est un gilet jaune, c'est un travailleur pauvre, c'est un gars que je peux vous dire que quand l'essence augmente, nous le prix, le préolite c'est hyper important. Nous on demande une commission parlementaire, une enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé parce que dans mon syndicat, moi j'ai des policiers qui me disent moi on pouvait intervenir sur des casseurs, on nous donnait l'ordre de ne pas intervenir. On a changé les munitions de LBD. Quand c'est dans les cités, c'est deux fois moins fort que sur les manifs de gilets jaunes. Et donc, quand le policier visait le thorax, ça arrivait à la tête. Bon, et après, vous connaissez mon discours sur les gilets jaunes, on demande une enquête parce qu'il y a plein de choses suspectes. Voilà. On a tout fait pour que ce mouvement se durcisse et du coup, il s'est éteint. Donc, commission, et là, c'est mon point d'accord avec la France Insoumise. Je leur ai demandé de faire une enquête parlementaire et de savoir exactement ce qui s'est passé. Essayer d'échanger pour essayer au fur et à mesure d'améliorer la situation, mais c'est vrai qu'il y a des policiers qui vivent parfois mal des instructions qui leur sont données, qu'eux-mêmes trouvent un petit peu disproportionnées. Ça, c'est ce qui remonte des collègues qui sont à l'extérieur, qui sont dehors, qui étaient confrontés notamment, alors on pourra en parler, des gilets jaunes, etc. etc. Quand il s'agissait des black blocs le soir à partir de 18h, 19h et de donner, mais là c'est pareil, c'est aussi, il faut avoir un courage politique de dire bon ben on dissocie des gilets jaunes, ceux qui étaient gentiment sur les ronds-points, qui sont rassemblés à 14h avec les poussettes, etc., et qui étaient des aides-soignantes, qui étaient des citoyens lambda, qui étaient des travailleurs, qui revendiquaient peut-être pour des retraites et tout. Après, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, le premier, en tant que policier, je ne suis pas d'accord toujours avec toutes les manifestations, mais néanmoins, on a le droit de manifester en France et je trouve que c'est un droit essentiel. Je veux dire, alors après, voilà, le problème c'est que peut-être aussi qu'on a voulu semer l'amalgame entre manifestants gilets jaunes, entre casseurs, entre ci, entre là, et du coup à la fin, on se retrouve à utiliser des policiers pour aller faire du maintien de l'ordre au milieu des gilets jaunes, qui sont pour certains des salariés, des ouvriers, des petites gens, des gens qui galèrent à la fin du mois, des RMistes, des RSA, des chômeurs, etc. Et que après, forcément, il y a une défiance entre la population et sa police. Et nous, c'est vrai qu'on œuvre à ça. Je veux dire, nous, notre syndicat,
On veut vraiment faire comprendre à la population que, voilà, que la police, elle n'est pas contre la population. Enfin, je veux dire, sinon, je veux dire, moi, à la rigueur, j'aurais été faire policier ailleurs, quoi. Je veux dire, voilà, dans des pays totalitaires. Si vraiment j'avais une passion pour la violence policière, etc. C'est pas le cas. Et qu'aujourd'hui, la simulation qu'on a fait, si Didier Maistre était là, si M. Ruffin était là, si M. Mélenchon était là, il aurait certainement tiré. Et là, il n'aurait pas tiré, c'était peut-être son coéquipier qui mourrait. Et c'était lui qui devait annoncer à sa femme et à ses gosses qu'il n'a pas assuré la sécurité de son binôme. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Est-ce que vous avez invité des personnes de la France Insoumise? Oui, tout à fait. Mais c'est le but. Le but, c'est... J'ai fait un débat qui va sortir sur ma chaîne YouTube avec Didier Maistre, qui est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et qui était prêt à venir. Bon, l'emploi du temps a fait qu'il ne pouvait pas. Et j'espère, parce qu'un mec comme Didier Maistre, où je suis d'accord pratiquement sur rien, je sais que c'est une personne qui cherche l'intérêt général. Quand il serait là, je sais qu'il dirait effectivement, c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Que les situations sont toutes différentes, et que même quand le policier commet une erreur, il ne faut pas le traiter comme un criminel. Quand un chirurgien fait une erreur, on ne le traite pas comme un criminel. Voilà, donc on n'a ni plus ni moins. Par contre, dans la police, il y a quand même énormément de gens très courageux qui sont dévoués pour un policier adjoint, pardon. J'ai des pensées pour eux parce qu'ils font un métier, ils font le métier du policier, ils sont sous contrat, ils sont sous-payés, 1 350 € par mois. 1 350 € par mois, il faut que les gens le sachent. Un policier adjoint, il est payé un peu plus que le SMIC, 1 350 € par mois, en sachant qu'il est amené à travailler le week-end, et ce n'est pas un week-end de temps en temps, c'est quasiment tous les week-ends. Il travaille quasiment tous les week-ends, il y en a qui travaillent le soir, tard, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent les jours fériés, enfin, etc. Pour 1 350 balles, faire le boulot de flicard, je pense que... de toute façon, est-ce que le policier peut, de toute manière, les policiers peuvent-ils dire non, je reçois l'ordre, oui, mais je n'y vais pas? C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça veut dire aussi enfin, je veux dire, voilà, vous mettez en péril quand même votre carrière, quoi. Comment les policiers peuvent-ils faire valoir dans ce cas-là? Qu'ils disent non aux ordres de l'administration? Ouais, c'est justement, c'est à travers... Parce que là, on en a vu des syndicalistes ces dernières années. Il y a des syndicalistes qui ont dit l'administration est un problème. Et aujourd'hui, ils ne sont plus policiers, ils ont eu l'IGPN. On est bien d'accord. Oui, on les connaît, les collègues. Et d'ailleurs, on prend le relais, parce que de toute façon, en permanence, quand il y a un collègue qui a un genou à terre, on est là pour essayer de relayer, etc. Parce que nous, notre intérêt, justement, c'est de faire avancer les choses. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans la police pour faire du MMA 10 fois par jour, voilà, face à face avec des gars, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, mon boulot, c'est pas ça.